Mais pourquoi je n'arrive pas à être heureuse en amour ? Alors, si tu t'es déjà dit ça, si tu n'arrives pas à t'épanouir en amour, c'est à peu près sûr, à mon avis, qu'il y a des choses dans ta vision de l'amour qui te mettent des bâtons dans les roues, même si tu n'en as pas conscience. Comme ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, ce que je voudrais, c'est poser des bases de réflexion pour que tu puisses commencer à identifier d'où ça vient. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de ta vision de l'amour. Et déjà pour commencer, je voudrais te dire que j'espère que tu n'entendras pas trop de bruit parasite parce que j'ai des voisins qui font des travaux et voilà, que c'est pas agréable, j'espère que tu l'entendras pas trop. Donc oui, c'est possible que tu aies déjà remarqué que dans tes histoires d'amour, il y a des schémas répétitifs. Des schémas répétitifs qui peuvent donc être dans tes différentes histoires d'amour passées. Ça peut être aussi des schémas qui se reproduisent au sein d'une seule relation, au sein de ta relation actuelle, si tu es en couple par exemple. Il y a peut-être aussi des peurs qui sont répétitives, tu sais, des peurs qui ont un peu la vie dure. Et en fait, tout ça, c'est tenu par ce qu'on appelle des croyances. Alors une croyance, c'est quoi ? Une croyance, c'est une vision que l'on a, un regard que l'on porte sur nous, sur les autres ou sur le monde. Et c'est un regard que l'on porte à travers nos propres filtres. Nos propres filtres de notre vécu passé, de nos expériences passées, de notre éducation, de la manière dont on s'est construit. Alors par exemple, dans l'épisode de présentation de ce podcast, l'épisode 0, je te parlais du fait que moi j'avais décidé de croire aux contes de fées parce que je refusais de croire que l'amour c'était ce que je voyais à la maison pendant la période de mon adolescence. Et ce qu'il faut que je te dise, c'est que le propre d'une croyance, c'est que quelque chose en nous cherche toujours à la vérifier. Ok ? Donc, cette croyance de conte de fées à propos de l'amour, je l'ai vérifiée plein de fois. C'est-à-dire que très souvent, la plupart du temps en fait, mes débuts d'histoire ressemblaient très clairement à un conte de fées. Je rencontrais des partenaires qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vécu ça avec personne avant moi, que c'était absolument incroyable. Donc là, ça venait, tu vois, confirmer ma croyance aussi sur l'âme sœur. Finalement, on est fait pour se rencontrer. Mais il y a autre chose qui se jouait, c'est que de par mon vécu, j'avais sûrement une croyance inconsciente qui racontait par contre que en fait l'amour c'était franchement pas un conte de fées, que l'amour c'était le conflit et peut-être même que l'amour c'était pas possible en fait. Donc ce qui fait qu'après des débuts d'histoire merveilleux, magiques et dignes de contes de fées,
les choses commençaient toujours à se détériorer. Et en plus, forcément, parce que j'avais installé en moi un détecteur de tout ce qui rentrait pas dans la case conte de fées. Donc je mettais une pression énorme et ainsi mes histoires périclitaient toujours au final. Donc ce que je veux te dire, c'est que les croyances qu'on a en nous, si on focalise sur les croyances en rapport avec l'amour, c'est des croyances donc sur l'amour en général, des croyances sur soi en amour, des croyances sur les hommes, des croyances sur les femmes, des croyances sur le couple, des croyances sur la rencontre. Donc tout ça, quelque part, on en a tous, on se les construit tous quand on grandit. Et ça influe forcément sur notre manière de rentrer en relation avec l'autre. Et ça influe forcément aussi sur la manière dont on va mener nos relations amoureuses. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment cette vision de l'amour, elle se construit. Et puis, je vais ouvrir plein de boîtes aujourd'hui. Évidemment, c'est très individuel, ça dépend de notre vécu, ça dépend de notre manière de réagir aux choses, ça dépend de la manière dont on s'est senti blessé par tel ou tel événement. Donc, ça va être vraiment très général ce que je vais dire. Mais mon envie à travers ce podcast, c'est de t'aider à commencer à te questionner sur les différents éléments qui font partie de ton paysage intérieur, qui peuvent définir la vision de l'amour que tu as construite et en quoi elle peut t'empêcher de t'épanouir en amour. Il y a peut-être des choses que je vais dire sur lesquelles tu vas être un peu sceptique. Et ça, je peux le comprendre. Parce que le problème avec ces croyances, c'est que on en a qui sont assez de surface, on va dire, puis il y en a qui sont plus profondes, donc en fait qui sont plus inconscientes, qu'on appelle les métacroyances. Et ces métacroyances, c'est souvent elles qui vont nous porter le plus préjudice, et en même temps, c'est celles qui sont le moins faciles à voir, puisqu'elles sont plus inconscientes. Après, il y a aussi des degrés dans les croyances, ok ? Parce que à certains moments, on a vraiment l'impression que c'est vrai. Par exemple, pour imager mon propos, quand dans le passé, je pensais que l'amour, c'était être fusionnel, je l'identifiais pas comme une croyance à une certaine époque. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment une réalité. En vrai, c'était ma réalité, c'était mon filtre que je m'étais construit par rapport à l'amour. Mais tant que je fais pas le chemin d'être d'accord que en fait c'est ma vision du monde, mais que ça représente pas la réalité dans son ensemble, je continue à croire que c'est la réalité. Et là, j'ai plus de mal à me détacher de la croyance et même à voir que c'est une croyance. Alors, en fait, ces croyances, elles se créent de différentes manières, mais j'ai décidé d'en ressortir 4, parce que je pense que si on explore déjà tout ça, on a déjà exploré pas mal de choses. La plupart de nos croyances, elles se créent très tôt dans la vie. Elles se créent dans l'enfance, de par notre éducation et de par les modèles parentaux qu'on a. Quand je dis parentaux, ça peut être beaucoup plus large que ça, parce que ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes, tout simplement les personnes qui se sont le plus occupées de nous dans l'enfance. Donc il faut entendre modèles parentaux au sens large. En tout cas, dans l'enfance, on a engendré ce que j'appelle des blessures d'amour, où on a compris lors d'une expérience émotionnelle très forte, par exemple, ou lors d'événements répétés, donc peut-être émotionnellement moins forts, mais répétés, que ce qu'on était n'était pas aimable. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais par exemple, si je fais preuve de curiosité et que je sens que ça convient pas à mon parent parce que il a très envie de sécuriser le périmètre autour de moi et que il a très envie de mettre plein de barrières pour simplement me protéger. Il y a quelque chose en moi à répétition qui va comprendre que
ma curiosité, elle n'est pas OK. Et cette curiosité, du coup, je vais la mettre de côté, ou je vais la congeler, comme je dis parfois, pour pouvoir garder l'amour. Donc ça, c'est un exemple d'éducation dans lequel on va commencer à définir notre paysage amoureux. Les modèles parentaux, je voudrais en parler aussi parce que, comme je dis encore parentaux au sens large, parce que forcément, ce qu'on a vu du couple parental va aussi définir quelque part notre vision de comment on voit le couple en général. Certainement que je ne vais pas déployer les mêmes croyances et la même vision sur l'amour si j'ai un couple de parents qui est très fusionnel et qui s'entend très bien, si j'ai un couple de parents qui est toujours en conflit, ou si je grandis dans une famille monoparentale, si j'ai un des parents qui est absent de ma vie, là je vais peut-être avoir plus de mal du coup à avoir une vision du couple parce que quelque part j'en ai pas eu le modèle, ce qui n'est pas forcément une fatalité parce que parfois on peut grandir dans une famille monoparentale, mais c'est par exemple le couple des grands-parents qui va servir de modèle. Donc tout ça, quelque part, ça va influer la manière dont on construit notre regard sur l'amour, sur le couple et sur qui on est en amour, parce que évidemment aussi qu'on soit un homme ou une femme, on va aussi se baser sur les modèles qu'on a eus d'hommes et de femmes dans notre enfance. Donc à mon avis, il y a beaucoup de choses dans notre vision de l'amour qui vient de là. C'est pour ça qu'en coaching, j'aborde forcément, ne serait-ce qu'un peu, le regard que tu as sur ton enfance, sur la relation de couple de tes parents, si elle était existante, etc. Ensuite, la deuxième chose qui influe et qui crée des croyances, c'est notre histoire amoureuse. Et ça, en coaching, il y a aussi un grand travail là-dessus en général. C'est-à-dire questionner les relations qui ont été les plus importantes pour toi. Importante, à toi de voir ce que tu mets derrière. Parce que des fois, importante, c'est dans le temps, c'est dans la longueur. Mais importante, ça peut être aussi... On peut vivre des histoires moins longues, mais qui impactent plus, etc. Donc, importante, à toi de définir qu'est-ce que ça veut dire. Et questionner les histoires importantes qu'on a eues, se raconter pourquoi elles ont été importantes, se raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ces histoires-là. Et puis aussi faire le lien entre les différentes histoires et voir qu'est-ce qui se rejoue. Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs dans tes comportements qui se rejouent? Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs dans les partenaires que tu choisis? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points communs à ces partenaires-là? Au contraire, est-ce que tu vas choisir des partenaires qui sont toujours extrêmement différents les uns des autres? Ça peut aussi raconter quelque chose. Alors, bien sûr, dans ces histoires amoureuses, tout comme dans l'éducation et l'enfance, on peut créer des blessures et des peurs. Après, moi, j'ai tendance à penser que souvent, pas tout le temps, parce qu'il peut y avoir des événements particuliers qui créent vraiment des blessures et des peurs, mais souvent, dans nos histoires amoureuses, on rejoue quelque chose qu'on a déjà vécu dans l'enfance, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on puisse peut-être parfois faire un travail aussi pour s'en libérer quand la prise de conscience n'est pas suffisante en soi. Donc je pense que dans les histoires d'amour, on rejoue quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on vient vérifier les croyances qu'on a déjà, même si on n'en était pas conscient, comme je te disais tout à l'heure, et que quand on rejoue ces événements et qu'on vérifie les croyances, on prend aussi le risque d'amplifier ces croyances et qu'avec les années et les expériences, on ait de plus en plus de mal, parfois, à s'épanouir en amour. Après, la chose dont j'aimerais aussi te parler, c'est de l'influence des contes de fées et des comédies romantiques. Alors, évidemment, le nom de mon podcast, L'amour n'est pas un conte de fées, n'est pas anodin. Parce que dans les contes de fées et dans les comédies romantiques, l'histoire est toujours un petit peu la même.
Et d'ailleurs, je te renvoie à un livre que j'aime beaucoup, La princesse qui croyait aux contes de fées, dont j'ai parlé dans l'épisode 8, si tu as envie de l'écouter. Donc, c'est toujours un petit peu la même chose. La princesse va grandir dans un environnement, elle va attendre que son prince, donc le seul et l'unique, vienne la sauver et l'arracher presque, j'ai envie de dire, à sa condition. On retrouve ça dans les contes, je pense par exemple à Cendrillon, où le prince vient l'arracher à sa condition de pauvreté et à sa méchante belle-mère et ses méchantes belles-sœurs. Je pense à la Belle au bois dormant aussi, dont la seule chose qui peut la libérer, c'est le baiser de son prince charmant. Donc il y a toujours ça qui plane un peu derrière les contes de fées. Après, forcément, quand on grandit là-dedans, et ça s'applique peut-être plus aux filles qu'aux garçons, quelque part, on croit qu'un jour, il y a une personne unique, un homme unique, un prince charmant donc, qui va venir et il y a cette dernière phrase des contes de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est qu'après, il n'y a plus de problème en fait. C'est une fois que le prince est arrivé, qu'il a sauvé la princesse de sa condition, il n'y a plus de problème. Elle est heureuse et en même temps, il la libère, il lui donne aussi quelque part la possibilité de s'épanouir, d'exister, le sentiment d'exister. Quand on y pense, ça met d'emblée la femme un peu dans une position de victime et puis l'homme dans la position du sauveur. Et puis ça met un peu de toute façon la femme dans la position de je peux pas m'épanouir sans prince parce que c'est lui qui va venir me libérer de tout ça. Alors je parle aussi des comédies romantiques parce que pour moi les comédies romantiques c'est juste une version moderne des contes de fées. Alors des fois il y a quelques variantes, des fois c'est la femme qui va sauver l'homme de sa condition. Mais c'est toujours la même chose. Et l'histoire se termine exactement comme la fin d'un conte de fées, où ils se sont trouvés, ils vécurent heureux, etc. Alors en fait, comme si c'était un aboutissement. Mais en fait, c'est que le début de l'histoire, ça. C'est que le début où ils tombent amoureux, mais ils ne racontent pas tout ce qui se passe derrière. Donc, ces contes de fées, ces comédies romantiques, je pense qu'ils influent quand même pas mal de choses sur la vision de l'amour pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs, sur une vision romantique de l'amour, sur une vision de se sauver l'un l'autre, sur une vision d'avoir besoin aussi d'un autre pour grandir, pour évoluer, pour s'épanouir, pour enfin être heureux. Chez les hommes, ça crée un peu l'égrégore, on va dire, du chevalier sur son cheval blanc. Et puis, il y a une dernière chose sur laquelle j'avais envie de te parler aujourd'hui, qui influe aussi sur notre croyance et sur notre vision de l'amour, c'est le regard de la société sur l'amour, sur le couple, sur les hommes en couple, sur les femmes en couple. Par exemple, aux yeux de la société, si t'es pas en couple et que t'as pas d'enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi ou que t'as raté ta vie. Autrement dit, on doit être deux pour être heureux. Ce qui génère en fait non pas des fois l'envie d'être avec quelqu'un, mais le besoin d'être avec quelqu'un pour pouvoir être heureux, et puis c'est là qu'on rejoint un petit peu les contes de fées, les comédies romantiques, mais aussi pour avoir une place au regard de la société. Un autre regard de la société qu'on pourrait évoquer, il y en aurait plein, mais ça pourrait être, on ne répare pas les choses. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc ça va nous emmener sur des croyances du style, si c'est pas fluide, c'est pas de l'amour. Ou si c'est pas évident, alors c'est que ça vaut rien du tout. Si on a des problèmes ou qu'on rencontre des obstacles, alors y a rien à faire en fait, c'est qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Ce genre de choses. Et puis, je peux guère parler du regard de la société sans parler du patriarcat. Le patriarcat, c'est plus tout à fait au goût du jour, on est bien d'accord. En tout cas, sur le papier.
Parce que on a quand même dans notre passé pas mal de choses au niveau du patriarcat, donc que je résumerais en on a plus l'homme qui s'occupe financièrement et matériellement de la famille, la femme qui peut être plus celle qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants, ou en tout cas qui peut avoir peut-être un métier où elle gagne moins que son mari et où essentiellement quand même c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Et là-dedans on parle pas du tout d'amour par exemple. Alors bien sûr il peut y avoir du patriarcat et de l'amour, mais c'est pas là-dessus qu'est le focus. Le focus, il est sur le rôle de chacun, il est pas sur la sensibilité, l'émotion de l'amour entre deux personnes. Et même si aujourd'hui, le patriarcat, on a plutôt tendance à dire qu'il est derrière, dans les esprits, et même à un niveau inconscient, on est quand même toujours influencé par ça. Même sans s'en rendre compte, et même quand on a tendance à plutôt le nier, je pense qu'il y a toujours une influence inconsciente. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que le patriarcat est derrière, c'est plus vraiment ça, même si en même temps, on peut être influencé encore par ça parce qu'on a pu grandir dans un environnement patriarcal. On a pu avoir des parents qui étaient plutôt sur ce registre-là, par exemple. Ça dépend quel âge on a. Et puis en même temps, il n'y a pas encore forcément autre chose en termes d'image du couple qui a été construite. C'est à la fois très déstabilisant pour les couples d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas forcément d'endroit où se référer. Ça peut être... j'ai entendu souvent des hommes dire qu'ils ne savaient pas forcément où se positionner vis-à-vis de leur femme, par exemple. Mais c'est aussi une super opportunité, quelque part, de pouvoir construire le couple qu'on a envie de construire avec son partenaire, et puis de le décider, en fait, à deux. Toutes les cartes peuvent être possibles. Alors, je digresse un petit peu avec tout ça, mais pour revenir au sujet et pour me recentrer, tu l'auras compris, ta vision de l'amour, ça peut être un ensemble de tout ça. Et puis, si tu n'arrives pas à t'épanouir en amour, il y a des chances que y ait quelque chose dans tout ça, peut-être plusieurs choses, qui te pourrissent un peu la vie. C'est un grand sujet, c'est pas un sujet qu'on se pose en 5 minutes. Comme je disais, c'est pas forcément facile au niveau des croyances de les détecter, parce qu'en fait on a tellement l'habitude de penser comme ça qu'on n'a même pas l'idée qu'on pourrait peut-être penser autrement. Et je pense que pour tout le monde, même quand on a l'habitude de travailler avec les croyances, etc., pour tout le monde, ça peut demander à un moment ou à un autre l'aide d'un professionnel. Parce que on entend toujours plus facilement, en tout cas quand on est un petit peu, quand on a l'esprit un peu aiguisé à ça, les croyances chez les autres, mais c'est parfois difficile de les repérer chez soi, même quand on sait qu'il y en a. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est pas si évident que ça aussi, de se dire maintenant je vais décider de penser autrement. C'est pas forcément si simple. Alors si tu m'as écouté jusque-là, j'ai été un peu plus bavarde que d'habitude aujourd'hui. Je te remercie. J'aurais beaucoup de plaisir à avoir un retour de ta part sur ce que cet épisode t'a inspiré. Est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà posées, ton regard sur l'amour? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là en rapport avec ton éducation, tes modèles parentaux, ton histoire amoureuse dans sa globalité, ou par rapport aux contes de fées ou aux comédies romantiques ou au regard de la société? Peut-être aussi les influences que tu subis par rapport à ça. Est-ce que tes choix sont vraiment tes choix, ou est-ce que tes choix sont influencés par ton éducation, ton environnement, la société autour de toi, etc. C'est une question hyper vaste. J'en ai fait un épisode qui est plutôt général
Et j'espère qu'il pourra t'inspirer à te poser des questions ou peut-être à avoir envie d'aller travailler ça avec un professionnel pour pouvoir aller plus loin et te libérer de ce qui t'entrave. Parce que évidemment, dans un épisode comme ça, je peux pas forcément faire quelque chose d'hyper personnalisé. On est un ensemble de choses, on est un ensemble d'expériences, on est un ensemble de croyances. J'ai évoqué aussi un petit peu les peurs, c'est très important aussi, toutes les peurs qu'on a pu générer, qui sont souvent en lien avec des croyances aussi. Par exemple, si on parle de la peur de l'engagement, on peut par exemple imaginer que quelqu'un qui a peur de s'engager, il a des croyances, peut-être des méta-croyances inconscientes, du style que s'il s'engage, il va peut-être perdre sa liberté, il va peut-être étouffer dans une relation, peut-être qu'il va s'oublier ou se perdre dans cette relation. Voilà, donc il y a tout un tas de choses par rapport à ces croyances qui génèrent aussi des peurs et qui peuvent empêcher d'avancer. Alors je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si tu es encore là. Je t'invite à me partager qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça. Peut-être que ça te fait te poser encore d'autres questions. Peut-être que tu savais déjà un petit peu tout ça, mais que tu sais pas forcément comment t'en libérer, ou je sais pas, quoi que ce soit d'autre, viens me le partager, ça me fera plaisir. Tu peux venir le faire sur mon compte Instagram. Et dans les prochains épisodes, les prochaines semaines, j'ai prévu de faire un peu des focus. Par exemple, sur les croyances qui t'empêchent de t'épanouir en amour. Sur les peurs qui t'empêchent de t'épanouir en amour. Et puis, des focus encore plus focusés, on va dire. Par exemple, sur la peur de l'engagement. Peut-être pour définir si il y a quelque chose en toi qui a peur de l'engagement. Ou alors pour arriver à détecter chez l'autre s'il y a une peur de l'engagement. Parce que, au passage, je te rappelle, je l'ai déjà dit et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram, l'engagement, c'est un des prérequis pour une histoire d'amour qui fonctionne, évidemment. Je te parlerai aussi de dépendance affective, parce que c'est un sujet super à la mode, mais tu verras que mon point de vue là-dessus est peut-être, lui, pas super à la mode. Et peut-être un petit peu décalé. Mais j'ai envie de t'en parler aussi parce que forcément, il y a aussi des croyances sous-jacentes à cette dépendance affective. Je te remercie pour ton écoute. Si ça t'a plu, si tu penses que ça peut aider quelqu'un à commencer à faire un petit peu le tri dans sa tête par rapport à sa vision de l'amour, je te propose de partager cet épisode. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, où justement, ça sera un épisode consacré aux croyances qui t'empêchent de t'épanouir en amour. Donc là, on va vraiment plus rentrer dans le détail et dans les choses spécifiques. Bye bye! Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas? À très vite!